Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous en sommes à notre 12e heure de direct et nous arrivons en Californie, dans la Silicon Valley, à Palo Alto. J'ai à mes côtés pour parler de cette ville, Michael Amar. Vous êtes cofondateur et CEO de I Feel Goods, qui n'est autre qu'une start-up, enfin qui est déjà bien aboutie, puisque vous l'avez montée en quelle année ? En 2010. En 2010. Et celle-ci, donc, propose des cadeaux digitaux. Donc, des cadeaux digitaux, comme vous me l'avez expliqué tout à l'heure, ce sont des abonnements à Netflix ou à Spotify, par exemple. D'accord, très bien. Et vous avez donc vécu 9 ans à Palo Alto, de 2008 à 2016. Voilà. Vincent Demeyer, vous êtes CEO d'April International Care. Bonsoir. Vous ne vivez pas à Palo Alto, vous non, y pas vivrez encore. peut-être un jour. Pourquoi pas. Et vous vous occupez donc d'assurance pour, on dira, les Français de l'étranger, pas seulement les expatriés. Oui, et puis pas que les Français, d'ailleurs tous les gens qui bougent sur la planète et qui ont besoin d'être bien protégés pour vivre une belle aventure. Voilà, parfait. François Logier, vous êtes avocat au cabinet Ropers Majeski. Vous avez vécu 28 ans à Palo Alto et vous partagez désormais votre temps entre Avignon et Palo Alto. Et un bureau que nous avons créé à Paris il y a 2 ans. Oui. Voilà. Et Michael, d'ailleurs, vous aussi, vous partagez aussi votre temps maintenant entre, là je crois que c'est Aix-en-Provence. Tout à fait. Et Palo Alto, vous allez quand même régulièrement et un peu partout dans le monde. Je voyage beaucoup. On a des campagnes et des clients dans 30 pays. Très bien. Alors, puisqu'on est à Palo Alto, on va tout de suite écouter une vidéo de Sophie Ravel, qui est agent immobilier à Palo Alto, et qui va nous raconter un petit peu la construction de Palo Alto, comment cette ville a existé. Palo Alto est une ville très intéressante. Elle s'est construite après le tremblement de terre de 1906 à San Francisco. Les gens ont commencé à descendre plus au sud et ont acheté du terrain autour de l'université de Stanford et ont commencé à construire un centre-ville avec... D'ailleurs, le premier business était une agence immobilière où ils vendaient des terrains aux gens qui voulaient partir donc de San Francisco. C'est une ville évidemment qui a commencé très petit avec les professeurs de Palo Alto. Donc nous avons un quartier qui s'appelle Professorville où les profs d'origine vivaient à côté du downtown où aujourd'hui nous avons University Avenue avec tous les restaurants, les business. Alors, on va tout de suite réagir sur cette vidéo, mais auparavant, je vais saluer Olivier Sureau, qui est expert comptable chez Jade Fiducial et également conseiller du commerce extérieur de la France et qui est avec nous sur Skype. Olivier, bonsoir, vous nous entendez ? Très bien, Sandrine. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir de Palo Alto, d'ailleurs. Oui, bonjour de Palo Alto. Bonjour plutôt, très bien. Alors effectivement, Olivier Sureau est CCE, mais vous aussi, François, et j'ai oublié de le spécifier, vous êtes président de la section nord-ouest des États-Unis pour les conseillers du commerce extérieur. C'est exact. Voilà, très bien. Donc, eh bien, réagissons à la vidéo que nous venons de voir. On y parle d'histoire. François, je crois que vous aviez quelques petites choses aussi à raconter par rapport à l'histoire de San Francisco, de Palo Alto. En effet, il y a une histoire de Palo Alto qui est liée à une plaisanterie qui me tient à cœur, qui est une citation de Mark Twain, qui dit que l'hiver le plus froid qu'il n'ait jamais passé, c'était un été à San Francisco. Et cette plaisanterie explique en partie la population qui s'est déplacée vers le sud de San Francisco, et donc vers la Silicon Valley, et donc vers Palo Alto, en raison de ces étés pleins de brouillard à San Francisco. Et les hommes d'affaires qui étaient en général issus du commerce financier, puisque la place de San Francisco s'est établie comme une capitale financière de l'ouest des États-Unis, après que les gens aient découvert l'or et doivent changer leur or à San Francisco, eh bien ces gens-là voulaient installer pendant les quelques mois d'été où le brouillard est présent à San Francisco, leur famille, dans un endroit où le climat est un peu plus plaisant et un peu plus ensoleillé. Donc on y a trouvé des résidences de villégiature et des profs de Stanford. Ce qui explique peut-être cette espèce d'écosystème d'intelligence
qu'on trouve à Palo Alto. Vous qui avez vécu là-bas plusieurs années, comment vous avez ressenti l'ambiance de cette ville, son rythme? Comment ça se passe sur place? Alors, à titre personnel et dans la vie de tous les jours, en fait, c'est très agréable parce que tout le monde est il est beau, tout le monde il est gentil. Oui. Donc c'est aussi un peu Bisounours-land quelque part parce que même si quelqu'un n'aime pas votre tête, il va pas vous le dire. Et au final, c'est agréable que tous les gens vous disent bonjour dans la rue et qu'il n'y ait pas de sentiment d'agression jamais. Une espèce de zen attitude. Zen attitude totale, très friendly, comme ils disent. Ça rend un quotidien très agréable. En plus, la ville est assez aérée, il y a des parcs partout, il y a des terrains de tennis dans tous les parcs, les terrains de tennis sont gratuits, sont éliminés le soir. Donc il y a une grande convivialité. Les gens finissent beaucoup plus tôt le travail aussi, ce qui leur permet d'être plus souvent dehors, quand on compare au rythme qu'on peut avoir en France. Et cette concentration de talent, en fait. Donc quand vous êtes passionné de votre métier, et ce qui est mon cas par exemple dans la technologie, vous avez les meilleurs en fait qui se retrouvent dans un endroit. Et ça booste énormément. Vous êtes d'accord, François? Tout à fait. Un ami suisse revient souvent dans la Silicon Valley et il m'a donné une expression que je reprends souvent. Il me dit, chaque fois que je reviens dans la Silicon Valley, j'ai l'impression de mettre les doigts dans la prise. Cette énergie qui est presque tellurique. Voilà, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai une anecdote aussi. Je me souviens être allée là-bas, bloquée à un feu rouge, et ça n'est qu'au bout de 5 minutes qu'on s'est fait klaxonner, parce qu'en fait, on dirait que le temps s'est arrêté, et pourtant, paradoxalement, il y a cette énergie qui n'arrête pas de courir en permanence. Vous n'êtes jamais allé à Palo Alto? Non. Et quelle image vous en avez, vous, de l'extérieur, comme ça? Alors moi, j'ai eu la chance, malgré tout, d'aller à San Francisco, donc et puis à Los Angeles, enfin une partie de l'Ouest. L'été, donc hiver pour nous, il faisait 18 degrés. Après avoir fait un périple dans la vallée de la mort, ça vous refroidit. L'image qu'on en a au travers des partages d'expériences qu'on peut avoir avec nos équipes ou avec les clients qui nous racontent parfois un peu leurs aventures, c'est quand même que je crois que c'est bien résumé dans ce que vous avez dit là, c'est un mélange d'intelligence et de choix de vie plutôt tourné sur une jouissance assez forte du moment, et c'est ce mélange en plus d'état d'esprit de prof avec une approche de la vie qui est certainement très différente de notre entreprise hyper privée, fait qu'il y a un mood, un style de vie qui doit être effectivement très agréable. Olivier, je sais que vous ne vivez pas à Palo Alto, mais vous y allez régulièrement. Vous, quel est votre sentiment quand vous arrivez là-bas? Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? Ce qui est assez amusant, c'est que donc, nous, on a 2 bureaux, un et à Palo Alto. C'est vrai que auparavant, on a vraiment un microsystème à Palo Alto. C'est-à-dire qu'à Port d'Oiseau, c'est 1 minute de San Francisco. De San Francisco, c'est une ville totalement différente. Voilà, c'est vraiment un... Olivier, c'est embêtant. Peut-être qu'il y a trop de smartphones à Palo Alto, mais c'est vrai que le Skype est très délicat. On va essayer de voir s'ils ne peuvent pas arranger ça en régie, et puis on vous retrouve tout de suite après. Et puis en attendant, on va écouter une vidéo justement de Xavier Vartel, qui lui aussi est un CCE, que vous connaissez bien, François, et qui va nous parler de l'ambiance à Palo Alto. Alors la vie à Palo Alto, en fait c'est fantastique. La première chose, c'est le climat, c'est le temps. On doit avoir 9 mois de soleil par an. On a un cadre qui est magnifique. Pour ce qui est de l'environnement de la tech, Palo Alto, c'est un peu le centre de l'univers. On a Stanford d'abord, on a juste à côté, on a Sandy Road, là où en fait sont tous le capital venture de la Silicon Valley. On a Facebook, on a Google, on a Apple et bien d'autres. Ça, Palo Alto se trouve au centre de cette Silicon Valley. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que aussi Palo Alto, en termes d'ambiance, comme partout en Silicon Valley, c'est assez facile de rencontrer ces acteurs, que ce soit des investisseurs, des grandes sociétés, des startups. Ça fait partie de la culture de Silicon Valley. Alors, les moins de Palo Alto, si, il y en a un clairement, c'est très très cher. Le coût de la vie, en particulier le coût de l'immobilier pour acheter une maison, un appartement, on atteint des sommets absolument astronomiques. Et donc, c'est très difficile de se loger à Palo Alto comme dans toute la Silicon Valley. Bon, donc toute médaille a son revers. En termes de logement, vous partagez ce que vient de dire Monsieur Vartel?
Oui, c'est de pire en pire tous les jours. Là, il y a beaucoup d'articles dans les 15 derniers jours. Les gens sont repoussés en dehors de San Francisco, de Palo Alto. Mais on se rend compte aussi que ce n'est pas forcément les start-upers. Tout le monde se dit que c'est parce que les gens ont gagné beaucoup d'argent avec les stocks qu'ils ont vendus de Facebook ou Google d'Apple. Ce n'est pas ça, en fait. C'est principalement des Asiatiques qui sont propriétaires à Palo Alto, en fait, et qui investissent soit pour faciliter l'entrée à Stanford de leur progéniture, soit pour du pur investissement. Mais ce n'est pas forcément les start-upers qui sont en général jeunes et n'ont pas des familles. Ils ne vont pas forcément prendre des maisons. Ni forcément des moyens suffisants. Et ni forcément envie d'habiter à Palo Alto, qui n'est pas forcément la ville la plus agréable quand on est jeune et qu'on a envie de sortir, parce qu'à 21h30, il n'y a plus un restaurant qui c'est un petit peu mort le soir. Hein. C'est plutôt calme. C'est complètement mort. C'est plutôt calme. Il faut aimer dîner d'assez bonne heure. Un petit peu comme aux États-Unis d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de vie nocturne, quoi. Il ne se passe rien. On travaille à Palo Alto, on réfléchit, on crée. Très bien. Alors, donc ça, c'est un petit point noir. Il y en a sûrement un autre qui est la scolarité. Vous avez scolarisé vos enfants sur place. Alors, point noir au niveau coût, hein, j'entends, parce que vous m'avez dit qu'il y avait une école franco-américaine sur place. Il y a une école franco-américaine qui va jusqu'à ce que l'on appelle en français le collège, donc jusqu'à la 3e. Et après, comment on fait ? Il y a un lycée français à San Francisco qui représente un déplacement assez conséquent pour les enfants. Il y a des cars, il y a des bus Il y a des bus qui sont organisés. D'accord, très bien. Ensuite, bon, alors on l'a vu, un climat merveilleux. Vous m'avez dit tout à l'heure aussi une nature exceptionnelle qui est vraiment très proche de Palo Alto. C'est ce qui est surprenant. Palo Alto, c'est un gros village en fait. C'est une population seulement de résidents de 60 000 personnes. Et on peut avoir accès à des parcs, à des forêts de redwood et de séquoia, à la baie de San Francisco, à l'océan, en moins d'une demi-heure. Ouais. Je crois que Olivier Sureau voudrait nous parler. On vous écoute, Olivier. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ? Bah oui, on va en profiter. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que on évoquait tout à l'heure. Vraiment, on a un microclimat, système à Palo Alto. On est à Palo Alto qui est complètement l'énergie de San Francisco. Et en revanche, comme on a dit tout à l'heure, c'est que le soir à Palo Alto, il y a... Quel dommage, parce qu'on aimerait bien t'entendre, mais... Ouais, c'est pas grave. Il y a une belle énergie, mais il y a une mauvaise connexion, visiblement. Mais on va réessayer en régie d'améliorer les choses. Donc voilà, on a évoqué quelques difficultés. Est-ce que vous en voyez d'autres à souligner ? Parce qu'après, on va faire une pause. Et là, on va parler d'une difficulté majeure, quand même. Oui, il y a deux difficultés. Il y a la distance quand vous travaillez avec l'Europe, effectivement, et les 9 heures de différence de temps qui sont... décalage horaire qui sont très, très problématiques. Et les distances, en fait. Parce que l'aéroport de San Francisco n'est pas si fantastique que ça. Je crois qu'il y a 2 ou 3 vols directs pour Miami, par exemple. Washington, de n'avoir 1 ou 2, ce qui est assez hallucinant quand on y réfléchit. Mais bon, je crois que San Francisco, c'est 300 000 habitants, donc c'est pas non plus 3 millions d'habitants. Bon, San José, il y en a plus. Mais on se rend compte quand même que même aller à New York, si vous partez, vous prenez le vol de 11h, donc vous êtes quand même parti de chez vous à 9h, vous êtes à votre hôtel à 23h. Vous en avez souffert quand vous étiez là-bas ? C'est compliqué. Vous aussi, beaucoup de perte de temps. Je fais beaucoup de transactions entre la France et les États-Unis, et je gère donc des équipes des deux côtés, et les 9 heures de décalage horaire sont complexes. D'ailleurs, pour cette semaine, nous n'avons que 8 heures, parce que les États-Unis ont déjà changé d'heure. Jusqu'au 23 mars ou 21. Mais effectivement, le décalage horaire est complexe à gérer, et puis le temps de déplacement, qui ne s'est pas amélioré en plusieurs décennies, en fait. La distance entre Palo Alto et Paris... Combien ? Il y a beaucoup d'embouteillages entre Palo Alto et San Francisco ? Oui, c'est un cauchemar. Oui. Cauchemar. Vraiment. Les distances sont de 45 miles, 60 km. Oui, ce qui n'est pas énorme. Mais régulièrement, on peut mettre 1h30 pour les faire. D'accord. Bon, c'est pas pire qu'en région parisienne. Oui. On évalue la vitalité de l'économie en regardant les bouchons sur la 101, qui est l'autoroute qui amène de Palo Alto à San Francisco. D'accord, très bien. C'est 4 voies quand même, mais malgré ça... Oui. Donc voilà, donc ça, ce sont 2 points noirs. Hein. Olivier, si vous êtes revenu avec nous, est-ce qu'on peut vous parler ? Non, Olivier n'est pas avec nous. Bon, on va faire une pause et puis ensuite on va aborder une dernière difficulté où là, vous allez avoir beaucoup de choses à nous raconter, Vincent. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après.
Nous voici donc de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International lors de l'émission consacrée à Palo Alto. Et sur ce plateau, nous allons aborder une dernière difficulté qui n'est pas des moindres et qui concerne la santé, l'assurance santé. Et à ce titre, Vincent Demeyer, vous allez nous expliquer déjà un petit peu la problématique des soins de santé sur place. Bon, on la devine un petit peu, mais réexpliquez-nous ça. Alors, d'abord, en général, les gens savent quand même que les soins aux États-Unis sont très, très coûteux. Ils le sont encore plus quand vous n'êtes pas à la base un résident américain, parce qu'ils n'ont absolument pas de gêne à vous facturer des prestations à des niveaux de coûts qui sont hors normes. Hein. Il y a peu d'équivalence dans le monde. Et donc le premier conseil qu'on peut donner, puisqu'on peut imaginer qu'on a des gens qui nous regardent qui envisagent de partir là-bas, c'est de ne pas partir sans avoir regardé avant le sujet de l'assurance. Assurez-vous en plus avant de partir. Exactement, avant de partir, parce que il faut surtout pas tomber malade sur place sans être assuré. Ça peut vraiment être un sujet compliqué à vivre. Donc peut-être quelques éléments sur ce que les gens ont peut-être entendu sur Obamacare. Donc Barack Obama avait réussi à mettre en place un système qu'on pourrait considérer comme une sécurité sociale, dont le principe était d'obliger tout ressortissant vivant aux États-Unis de souscrire à un contrat conforme, compliant, Obamacare compliant. Et pour les ressortissants qui refusaient de le faire, parce qu'on reste au pays de la liberté, on pouvait quand même décider de ne pas souscrire à ce contrat. Il y avait une pénalité basée sur vos revenus, pour faire simple, et pas très long, c'est ce qu'il faut retenir. Et une pénalité qui était évolutive, 1,5%, puis 2,5%, jusqu'à 8% de vos revenus ponctionnés si vous ne preniez pas un contrat Obamacare compliant. Avec le retour avec l'arrivée de M. Trump, c'est pas le retour. C'est un retour en arrière. Voilà. Il a décidé de remettre un peu de libéralisme dans cette règle, et donc il a levé tout récemment le concept de la pénalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de risque de se voir pénalisé financièrement si on n'a pas choisi une solution Obamacare compliant. C'est pour la planète probablement un peu moins bien. Si je regarde les choses sous l'angle de mon métier, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que les gens ont à nouveau toute liberté de choisir la solution qu'ils achètent avant d'arriver sur place. Et les solutions locales ont quand même quelques défauts. Elles ont en général un principe de co-payment, c'est-à-dire de participation aux frais, des deductibles importants, c'est-à-dire des franchises conséquentes. Et pour un Français qui n'est pas habitué au coût des prestations, et encore moins à investir beaucoup dans ce sujet-là, même si on peut râler sur le coût de la mutuelle, c'est incomparable, et c'est pas nos deux autres invités que je vais l'apprendre. Oui, vous aviez des mutuelles. Vous étiez client d'ailleurs chez monsieur. Oui, en plus, je viens de découvrir un client heureux, vous pouvez le dire. Et donc, très sérieusement, ce sujet-là nécessite encore une fois de le préparer. Ensuite, la qualité des soins est au rendez-vous. Hein. Les Américains ont d'excellents prestataires. Pour autant, faut-il obtenir un rendez-vous, hein? Oui, alors, mais pour ça, ce que j'allais dire, c'est que nous ne sommes évidemment pas les seuls fournisseurs de solutions qui fonctionnent bien, avons déployé des solutions avec des acteurs locaux. Oui. En l'occurrence, nous proposons les réseaux médicaux d'un très gros assureur américain, avec un extranet qui vous permet de géolocaliser, de choisir le prestataire que vous cherchez, d'avoir un médecin qui vient vous voir à domicile. La majorité des solutions sont cashless, c'est-à-dire que vous n'avez pas avancé votre coût de prestation. Nous faisons des prises en charge, évidemment, à distance, c'est-à-dire que les gens, pour toutes les hospitalisations, n'ont absolument pas à avancer les fonds. Ça vaut le coup quand même de souscrire avant de partir. Ah, c'est indéniablement. Surtout quand on sera là-bas sur place, ce ne sera plus possible. Alors, en tout cas, vous ne pouvez plus, une fois sur place aux États-Unis, souscrire une solution de droit français, puisque nous n'avons pas le droit de distribuer nos produits aux États-Unis. Et il faut savoir que dans le monde, il y a deux systèmes qui s'affrontent, si je puis dire, dans le domaine de la protection sociale. Vous avez l'esprit français, allemand, qui est un esprit de protection sociale, où avant de partir, on s'assure que les citoyens sont bien protégés, dans le même état d'esprit de ce qu'on connaît en tant que citoyen. Et vous avez l'esprit anglo-saxon, anglais ou américain, qui lui est dans une lecture purement financière. C'est un contrat financier entre l'assureur et vous. Pour prendre un exemple très concret, dans un contrat français, vous allez être couvert pour tout, sauf, et donc s'il y a des exclusions, elles doivent être écrites. Vous devez savoir que vous n'êtes pas couvert. Dans un système anglo-saxon, vous avez 4 pages de maladies pour lesquelles vous êtes couvert. Ouais. Mais évidemment, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si le cancer que malheureusement vous pourriez contracter dans 4 ans va être ou pas dans cette liste de 4 pages et qui regorge de choses exotiques ou pas exotiques. Donc c'est une approche très différente, franchement. En réalité, mieux vaut être riche et en bonne santé aux États-Unis. Oui, et je dirais dans le monde entier des solutions, il vaut mieux choisir une solution allemande ou française plutôt qu'une solution anglaise ou américaine. Pardon pour nos amis anglais et américains, mais
En termes de protection sociale, il n'y a absolument pas de débat. C'est là qu'on sera toujours dans un rapport qualité-prix, toujours le mieux protégé, c'est évident. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci. Vous allez nous quitter et on va faire une petite pause. Et juste après, on va vraiment plus parler, non pas de la vie du citoyen à Palo Alto, mais de la vie de l'entrepreneur. Et à ce titre, nous allons accueillir un nouvel invité. Donc on fait une pause et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour dans l'émission consacrée à Palo Alto. Nous accueillons Louis Davin. Bonjour, bonsoir Louis Davin. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Escale Consulting, qui est donc une agence de relations publiques et presse, mais aussi de communication d'influence, je crois. Voilà, on a un cabinet conseil en stratégie d'influence en France et à l'international. Très bien. Vous avez donc un bureau à Paris, un autre à New York, un autre à Shanghai, et vous avez trouvé une autre solution pour vous développer sur Palo Alto, dont nous allons parler dans un court instant. Exactement. On va en parler tout de suite. On va donner la parole à Olivier Sureau, qui, le pauvre, essaie désespérément de nous parler depuis le début de l'émission. Mais là, maintenant, je crois, Olivier, vous êtes au téléphone. Absolument, vous devriez mieux m'entendre. Ben oui, et donc on vous entend fort et clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter tous ensemble une vidéo de Xavier Vartel qui va nous parler des atouts de la Californie pour y implanter sa société. Et puis après, on pourra parler tous ensemble et rebondir justement sur cette vidéo. Alors, les atouts de la Californie pour y implanter sa société en tant qu'entrepreneur, entrepreneur de la tech, en fait, c'est l'Eldorado. On va d'abord y trouver un accès au marché pour son innovation. Pourquoi ? Parce que les Américains adorent les sujets nouveaux, adorent l'innovation. Et donc, vous allez pouvoir trouver des premiers clients. La deuxième chose, ce sont des capitaux. Il s'investit en Silicon Valley chaque année à peu près 25 milliards de dollars, ce qui fait tout de même 10 fois ce qui s'investit en France. Et puis le troisième point, on va y trouver toutes les ressources, que ce soit les partenaires, que ce soit des employés, des consultants, des experts, pour pouvoir démarrer sa start-up. Et donc, en fait, il y a toutes les composantes en tant qu'entrepreneur pour démarrer, pour réussir son projet. Alors, Olivier, puisque vous êtes avec nous, qu'est-ce que vous inspire cette vidéo ? Eh bien, ce que disait Xavier Vartel, absolument, c'est tout à fait correct. On a vraiment aujourd'hui une aide, une souplesse pour créer des sociétés en Californie. C'est vraiment le fameux mode start-up comme on évoque souvent. Alors en revanche, bien évidemment, il faut bien se préparer. Ça, c'est le grand défaut de tout entrepreneur français quand il arrive dans un nouveau pays. Il pense tout savoir, bien évidemment. Et c'est là où il faut bien être entouré. Donc, l'équipe gagnante, ça sera souvent des conseils, un avocat, un expert comptable qui va guider pour donner le choix et le type de forme juridique et fiscale à choisir. Alors, au niveau des deux types de formes, je dirais, qui existent au niveau fiscal, je sais que François Lougier va évoquer l'aspect
Vous avez une type de forme juridique qui s'appelle la Limited Liability, qui est ce qu'on appelle la LLC. Sur un plan fiscal, à une SCI qui est transparente, et sur un plan juridique, c'est vrai. Et vous avez la corporation, notre équivalent d'SA ou d'SAS, tendance fiscale et juridique. Et dans notre cas à nous, je dirais, dans 90% des cas, une société qui vient monter sa filiale dans le but de lever des fonds, ça va être le choix d'une corporation. Pourquoi? Parce que comme une SRL en France, image un petit peu familiale, alors qu'une corporation est comme obligée comme une SA en France pour lever des fonds. Donc la corporation sera le type de forme. Je m'excuse Olivier, je vais poser la question à Michael puisqu'il a monté là-bas. Vous aviez fait quel choix? LLC ou Corp? C'est une Inc. Inc. En fait, je pense que c'est peut-être le sujet le plus facile que j'ai vu traiter. En fait, le choix de la société, la création de la société, c'est plus facile qu'en France, même si en France ça s'est beaucoup amélioré. Moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, et j'ai corroboré ça avec plein d'autres entrepreneurs, c'est que on est arrivé aux États-Unis, j'avais déjà monté 2-3 sociétés avant, je parlais anglais, ça va être facile, les gens me ressemblent. J'avais déjà travaillé avec des Américains, c'est les doigts dans le nez. Et en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout est différent. Il y a énormément de codes culturels, de codes dans le business, dans le management, dans la négociation, dans la façon de se présenter, dans la manière de parler, de savoir... Et tout va résider là-dedans, en fait, quasiment. Ouais, en fait, c'est une autre langue. Et on ne le prend pas. Si aujourd'hui, je devais m'expatrier au Japon, table blanche, je ne connais rien, donc j'essaie de tout assimiler, et je suis en écoute totale. Tandis que là, je suis arrivé... pas arrogant, mais étant assez sûr de moi et je pensais dans un certain confort. Et du coup, on passe à côté, on a parfois des discussions parallèles et pas perpendiculaires avec nos interlocuteurs. Vous voyez ça aussi parmi vos clients, François? Tout à fait. Et pour ajouter à ce que dit Michel, je suis arrivé aux États-Unis en parlant très bien anglais pour un Français. Et une des choses qui a été la plus difficile à acquérir, c'est ce que l'on appelle aux États-Unis le small talk. Et le small talk, cette façon que l'on a de commencer un meeting, de s'adresser à la personne avec qui on fait des affaires, de discuter du score du match de football de la veille et de ce qu'ont fait les enfants le dimanche, c'est la différence entre un meeting réussi et un meeting manqué. Et ça, c'est pas seulement du langage, c'est vraiment une intégration dans la culture locale qui est nécessaire de développer pour bien pouvoir faire des affaires. Vous, Olivier, quand vous constatez certaines difficultés que rencontrent les entreprises que vous accompagnez, elles sont de quel ordre? Elles sont essentiellement, c'est exactement ce qui vient d'être évoqué, hein. C'est vraiment une problématique de préparation liée au fait qu'on n'anticipe pas assez les différences culturelles qui existent aux États-Unis. Et c'est vrai que je rejoins exactement ce qui a été dit, c'est qu'on a des codes culturels qui sont totalement différents. Et c'est une des raisons pour lesquelles un business peut échouer. Et on l'oublie souvent avant de venir s'implanter. C'est pas le fond, en fait, c'est la forme. Et aussi le moment qu'on arrive, j'ai regardé ça sur plusieurs amis, on voit que ceux qui sont arrivés à la fin de leurs études, faire leur master, etc., qui ont quand même été dans le milieu encore étudiant, qui ont encore un esprit qui a envie d'apprendre et qui est encore dans ce sens d'éducation, oui, ils ont ces codes beaucoup plus vite, en fait. Et donc, il y a une vraie différence entre leur assimilation, entre guillemets, dans la culture américaine, contrairement à ceux qui vont arriver 10 ans plus tard, où il y a un vrai gap et une vraie difficulté. Vous avez fait un autre choix, Louis. Vous n'avez pas donc monté une société sur place. Vous avez préféré faire appel à un représentant. Alors, étant donné que vous avez déjà un bureau à New York, vous n'avez pas fait ce choix à Palo Alto. Bon, pour des histoires de décalage horaire, ça vous me l'aviez dit, mais je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Pour des raisons de facilité, en fait, hein, puisqu'on avait déjà effectivement New York avec notre équipe qui, dans les métiers qu'on pratique, le fait de New York, mais arrose, entre guillemets, tous les États-Unis, donc ça pose pas de problème. Mais en fait, le bureau de représentation, pour nous, c'est un moyen d'être là, d'être auprès des entrepreneurs qui sont potentiellement nos clients, pour pouvoir avoir cette proximité, sachant que dans le métier qu'on pratique, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup d'entreprises de scale-up françaises qui arrivent aux États-Unis, nos équipes étant une équipe d'Américains,
Donc on pallie à cette difficulté puisque effectivement les relations médias ou les relations publiques... Et c'est quelque chose que vous envisagez? Si par exemple là avec leurs représentants ça se passe bien, ça se développe, vous envisagez un jour d'ouvrir une structure là-bas? Non. Why not, mais pas nécessairement. Non, je ne suis pas sûr que ça soit pour nous directement utile. Vous vouliez dire quelque chose, Michael? Non, parmi les difficultés, peut-être la majeure quand on est dans la technologie, c'est de recruter des talents, et principalement des ingénieurs. Alors, on ne l'a pas évoqué. C'est pas ce que disait Xavier Vartel tout à l'heure dans sa vidéo, vous avez entendu? Il a dit que c'était un vrai vivier pour recruter, etc. C'est un vrai vivier, mais je parlais avec un bon ami chez Google qui me disait il y a 6 mois qu'ils avaient interrogé tous les ingénieurs de la vallée et qu'il n'y en avait plus un seul, grosso modo, parce qu'ils descendaient déjà dans les écoles, ils les réservaient à l'avance, ils sont en stage, ils créent des villes en Inde dans lesquelles ils forment des ingénieurs parce qu'il n'y a pas de ressources dans la vallée, en fait. Donc les meilleurs en plus vont dans les plus grandes sociétés ou créent leur boîte. Donc c'est très difficile de les recruter, d'avoir des bons et de les garder aussi. Donc c'est déjà ça, c'est un problème. Et vous, Olivier, parmi vos clients, est-ce que c'est ce type de difficultés qu'ils rencontrent? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une course un petit peu en avant au niveau des salaires ces années. Et nous, on constate dans le client, j'ai jamais eu autant de clients qui gagnaient, des ingénieurs, qui gagnaient plus de autant, au moins $1 million par an, juste en rémunération, avant même d'avoir des stock options. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ressent, il y a quand même, les ingénieurs sont très prisés. Il ne faut pas oublier que la région de la Silicon Valley, c'est le plein emploi. Donc qui dit plein emploi dit déficit de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est sûr que nous, on voit vraiment cette fuite en avant au niveau de l'augmentation de la masse salariale, des salaires. Et donc du coup, par conséquent, ça crée ce besoin et ce manque de ressources. Comment on fait, François, pour trouver du personnel alors là-bas? C'est en effet difficile et il y a une mise en garde que j'aimerais partager sur ce plateau parce que on a aux États-Unis beaucoup de talent pour vendre. Il est bien connu que les dirigeants de sociétés aux États-Unis savent très bien vendre leurs produits et les présenter au public. Et il n'y a pas d'exception avec les individus qui essayent de vendre leur talent pour se faire recruter. Et donc, un entrepreneur français vient souvent aux États-Unis et écoute un candidat lui parler de ses qualifications, de son expérience, le croit sur parole et se rend compte que le candidat était sans malice, mais simplement très optimiste sur ses capacités. Voilà, il s'est juste très bien vendu et il coûte très cher. Et je pense que tous les chefs d'entreprise sont d'accord sur ce point-là. La plus grande difficulté que l'on rencontre pour créer une entreprise et pour la faire grandir, c'est justement d'éviter des erreurs de recrutement qui, malheureusement, arrivent toujours, immanquablement, parce que ce n'est pas une science, c'est un art que de recruter correctement, que de trouver les bons, que de mettre le doigt dessus quand ils sont capables de rejoindre la société. Et ça, c'est vraiment l'art du CEO, que de savoir bien s'entourer et de savoir garder ces bons éléments. Vous avez toujours 2 salariés là-bas? Oui. Qui sont américains ou qui sont une russe, par exemple. Mais pour reprendre le point de François, l'inverse aussi. Ils ont un art de se vendre, en fait. Et ça, je reprends ce qu'il disait, mais c'est assez hallucinant, en fait. Depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit « vous êtes les meilleurs, vous y arriverez, il faut continuer, il faut insister, etc. » Et ils le gardent, en fait, en eux. Ils donnent une confiance qui est absolument incroyable, qu'ils soient bons, qu'ils ne le soient pas. Mais de l'extérieur, et vu notre éducation, on a énormément de mal à distinguer le bon grain de livret. Donc, quel conseil vous donneriez justement à ces entrepreneurs, Olivier, qui veulent essayer de s'installer, mais qui vont être confrontés à ce type de problématiques? Il faut venir avec des Français sur place? Oui, alors il ne faut pas venir qu'avec des Français sur place. En général, dans nos clients, c'est une des clés de la réussite, c'est d'avoir des équipes biculturelles. On va avoir vraiment le Français expatrié qui a la connaissance de l'entreprise, et en face, l'Américain qui aura, lui, la connaissance du marché. Et en général, c'est vraiment la meilleure réussite que l'on voit, parce que de n'avoir que des Français, c'est pas la bonne solution, puisque bien évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, et les codes culturels sont totalement différents. Mais en étant de n'avoir que des Américains, ça va être difficile évidemment, puisqu'en fait, il faut quand même connaître la culture d'entreprise, la culture du marché français quand même, pour pouvoir vendre ses produits aux États-Unis. Donc je trouve qu'une équipe biculturelle,
c'est ce qui marche en général le mieux. Très bien, merci. Parmi vous avez beaucoup de clients sur Palo Alto, vous en avez quelques-uns. Ils sont plutôt dans le domaine de la tech aussi? Alors, on a des clients essentiellement, oui, dans le domaine de la tech. Ils se plaignent de ce genre de problèmes? C'est pas des sujets qu'on aborde forcément avec eux, mais bon, on en entend parler partout, du problème de recrutement, ça c'est clair, du prix des talents, ça c'est quelque chose dont on entend parler pour la Silicon Valley. Oui, Et on trouve des Français à embaucher là-bas, sur place? Oui, il y a 70 000 Français en fait dans la Silicon Valley. Ils sont souvent parmi les meilleurs, très talentueux, on fait les meilleures écoles françaises, on fait souvent un second cycle aux États-Unis. Ils ont des postes à responsabilité, il y en a plusieurs qui sont CEO d'entreprises de taille moyenne, grande, ou qui sont des rôles clés. Le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, c'est un Français par exemple, et donc il y a beaucoup, dans les GAFA, il y a énormément de Français qui sont très performants. Et on va le voir d'ailleurs dans une dernière vidéo de Xavier Vartel. La créativité à la française est reconnue dans la Silicon Valley. On l'écoute tout de suite, on se retrouve après. Alors là, il s'est passé sur la question de la perception de la France en Silicon Valley et aux États-Unis, quelque chose de génial depuis quelques années, ça a vraiment changé. C'est-à-dire qu'avant, la France était vue comme plutôt bureaucratique, administrative, et là, il y a eu un espèce de basculement pour tout un tas de raisons, et la France est vue comme maintenant un pays d'innovation, et la France, Paris, la région Île-de-France, comme un endroit où on trouve beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'innovation. La French Tech, par exemple, commence à être connue. Pour vous donner un exemple, nous, au French Tech Hub, on est plus souvent sollicités par des investisseurs de Silicon Valley. Il y a encore 2 semaines, on a été appelé par Battery Venture, qui est une des grandes sociétés de capital risque, et qui vient nous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez comme start-up en qu'est-ce que vous avez comme start-up française qui pourrait nous intéresser? Donc l'image a vraiment changé et vraiment devient beaucoup plus positive qu'avant. Donc on le voit, l'image de la France est nettement plus positive dans la Silicon Valley et ça fait du bien parce que le French bashing a quand même duré un certain temps. Visiblement, c'est une époque révolue. J'aimerais, en conclusion de cette émission, que François, Michael, Olivier, vous puissiez assez rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, adresser un message à un Français qui regarde cette émission et qui a envie de partir là-bas. En quelques mots, Michael. Je m'adresserai plutôt aux jeunes Français, parce je pense qu'il faut y aller le plus tôt possible, et que si vous aimez la technologie, si vous êtes là-dedans, il n'y a pas photo, il faut aller la tête la première. Et rapidement, commencer par un stage, se débrouiller, un VIE, trouver un trou de souris, mais vous allez être avec les meilleurs, vous allez apprendre 10 fois plus vite qu'ailleurs, et revenez après pour faire bénéficier tout le monde de ce que vous aurez appris. Merci. François. Alors, pour adresser le reste du spectre de cette population, moi, j'aimerais m'adresser aux chefs d'entreprise qui sont en France, qui ont créé une société qui a du succès déjà en France et qui veulent s'implanter sur le marché américain. Ce qui est clé dans le succès d'une entreprise française qui crée ses opérations aux États-Unis, c'est d'envoyer réellement une partie de son code génétique, de son DNA, de son management aux États-Unis. Certains chefs d'entreprise pensent que venir aux États-Unis pendant quelques semaines, voire quelques mois, essayer de recruter quelqu'un qui sera un manager pour le pays, permettra une expansion qui soit viable. Et les statistiques sont vraiment contre cette théorie. Il faut vraiment être présent. Il faut que, ou le président, directeur général de la société, ou réellement quelqu'un qui est au sommet de la direction de la société française, puisse venir représenter la société, puisse venir faire les premières ventes. Une vraie transmission de la culture. Voilà, et puisse venir s'imprégner de la culture locale, avoir le feedback des clients et faire progresser l'entreprise localement. Merci François. Olivier, un conseil en quelques mots. J'irai dans le prolongement de François. C'est effectivement, n'ayez pas peur de venir, venez diffuser en fait votre réussite aux États-Unis. Par contre, préparez-vous bien, parce qu'il faut bien être entouré. On nous attend aux États-Unis, le marché américain, un marché gigantesque, mais il faut pas avoir peur de venir. Il faut vraiment tenter l'aventure. Merci beaucoup, Olivier. Louis, qu'est-ce que vous auriez envie de dire?
Pour effectivement les start-upers français ou les scale-up, il faut venir aux États-Unis, c'est sûr. C'est un marché qui est passionnant, c'est une nouvelle culture, c'est des opportunités énormes, que ce soit en Silicon Valley ou à New York. Voilà, c'est une aventure extraordinaire, donc il ne faut pas hésiter à passer l'Atlantique et directement aller aux États-Unis. Ouais. Ok, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Alors demain, on se retrouve dès 9h pour une émission dans le cadre du Spécial Canada qui se déroule donc tout au long de ces 2 jours pendant ces 24 heures. Et demain matin à 9h, une problématique liée à l'immobilier donc au Canada. Donc pour tout savoir, si l'on veut acquérir un bien immobilier, que ce soit à Montréal, à Toronto, à Vancouver ou à Calgary. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit et à demain. I am 4. I can read and I can write. J'ai 4 ans. Je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.